Arrimage s'inspire des grandes lignes du programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au centre du Québec. Le 6e objectif du programme est eau propre et assainissement. Au Québec, il existe des organismes de bassins versants qui assurent la gestion intégrée de l'eau. Un de ces organismes est le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. À première vue, on peut penser que les enjeux concernant l'eau sont purement de nature environnementale. Or, le développement durable, c'est l'intersection de différents types de développement. Dans cet épisode, entre autres, nous en apprendrons plus sur la place de l'intersectorialité et de la participation citoyenne dans la gestion de l'eau, mais aussi de l'importance de s'en préoccuper d'un point de vue social. Bienvenue à Arrimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Lacance, qui est chargée de projet Action Lac au groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, ou plus communément appelé Gros Bec de son acronyme. C'est un organisme qui est situé à Plessisville et qui couvre une partie du territoire de Chaudière-Appalaches et du centre du Québec. On va aller dans les détails de ça sous peu, mais pour commencer, je tiens à te remercier. Merci Chloé d'être là. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, pour débuter, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi Gros Bec et c'est quoi vos principaux mandats? Oui, donc pour commencer, Gros Bec, c'est un organisme de bassin versant. Donc, on est l'organisme de bassin versant de la zone Bécancour. Je pense que c'est important là, de préciser tout de suite c'est quoi un bassin versant pour bien comprendre là, c'est quoi notre organisme. Donc, un bassin versant, pour ceux pour qui c'est peut-être pas très clair, c'est un territoire où toute l'eau qui va tomber sur le territoire va s'écouler au même point. Donc, quand on parle du bassin versant de la rivière Bécancour, c'est que toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur ce territoire-là vont finir par atteindre la rivière Bécancour. Puis, les bassins versants sont délimités de façon naturelle, donc c'est pas des limites administratives là, comme les MRC ou les régions administratives. Donc, c'est pourquoi notre bassin versant touche plusieurs régions là, dont Centre du Québec et Chaudière-Appalaches, par exemple. C'est vraiment délimité par souvent les crêtes des montagnes qu'on appelle des lignes de partage des eaux, où si une goutte d'eau tombe plus à l'est ou plus à l'ouest, ça va décider finalement dans quel bassin versant elle va s'écouler. Donc, maintenant que le bassin versant, c'est plus clair, nous, on est un organisme de bassin versant. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. On a été fondé en 2003, puis c'était vraiment centré sur le bassin versant de la rivière Bécancour à ce moment-là. Puis depuis 2009, on s'est fait ajouter là, d'autres bassins versants qui étaient orphelins. Donc, c'est des bassins versants qui étaient vraiment au secteur fleuve, donc des bassins versants où la rivière s'écoule directement dans le fleuve, puis qui étaient de petite taille, donc ça valait pas d'avoir un organisme seulement pour ce bassin-là. Donc, c'est ça. Ils ont été jumelés à nous là en 2009. Donc, depuis, on est vraiment la zone Bécancour. Puis, les missions des OBV, c'est vraiment d'être une table de concertation. Donc, c'est d'asseoir plein de beaux mondes ensemble là, qui sont des acteurs sur le territoire parce que, comme je disais tantôt, un bassin versant, c'est vraiment un territoire où toute l'eau qui s'écoule va à la même place. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans ce territoire-là, ils ont une influence sur l'eau. Que ce soit un citoyen dans la ville, un riverain, un producteur agricole, un producteur forestier, les municipalités, les MRC, tout le monde a de l'influence. Donc, c'est comme d'asseoir tout le monde ensemble, puis de pouvoir discuter des enjeux de l'eau, puis de comment gérer ces enjeux-là, puis quelles sont les bonnes méthodes, puis d'en discuter ensemble. Donc, ça, c'est vraiment comme le mandat de base là, de l'organisme.
Génial! Tu l'as mentionné, là, vous, le principal bassin versant, c'est celui de la rivière Bécancour. Puis tu mentionnais que depuis 2009, il y en a des orphelins qui se sont joints, puis que vous administrez maintenant là comme la zone de la rivière Bécancour. Est-ce que tu pourrais nous nommer peut-être quelques-uns de ces plus petits bassins versants-là qui font maintenant partie du territoire que vous couvrez? Oui, il y a notamment la rivière Glaise, la rivière aux Orignaux, donc les bassins versants de ces rivières-là, la rivière Marguerite, il y a la petite rivière du Chêne. Donc, c'est vraiment plein de petits bassins, là. Super. Puis, ben là, tu l'as mentionné, le plus grand en importance dans ces bassins versants-là, c'est celui de la rivière Bécancour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi son état de santé au bassin versant de la rivière Bécancour? Ouais, dans le fond, quand je vais parler de l'état de santé, ça va être principalement de la rivière, là, la rivière Bécancour, puis les cours d'eau qui s'y jettent aussi. Mais c'est principalement la rivière Bécancour où on a le plus de données, si on peut dire, pour vraiment évaluer son état de santé. Pour ceux qui connaissent bien le territoire, peut-être pour expliquer aussi, là, dans le fond, la rivière Bécancour commence avec un lac de tête, qui est le lac Bécancour à Thetford. Puis elle s'écoule là, jusqu'au fleuve à Bécancour, dans la municipalité de Bécancour, puis c'est là qu'elle va aller rejoindre le fleuve. Dans le passé, la rivière Bécancour était vraiment avec une mauvaise réputation, donc de très mauvaise qualité. Puis même, c'est en 1985, je pense, qu'il y a eu un premier rapport qui est sorti du ministère qui disait là, que c'était une tâche urgente d'agir pour la Bécancour. Donc, tu sais, ça fait longtemps là, qu'elle a eu cette réputation-là. Mais c'est important de dire que, bon, ça s'est amélioré premièrement. Mais aussi, on peut pas parler de la qualité de l'eau de la rivière Bécancour en entier, c'est pas pareil partout. Exemple, là, historiquement, c'était vraiment pollué partout parce que la majorité des villes, dans le passé, ben laissaient leurs eaux usées aller directement dans les cours d'eau. Ça, c'est une pratique qui se fait de moins en moins, pratiquement plus. Il y en a encore un petit peu, mais ça s'améliore. Donc ça a eu un bel impact là, partout, dans toute la rivière. Mais actuellement, il y a encore des problématiques de qualité de l'eau, principalement dans le secteur amont. Quand on parle de l'amont, c'est vraiment le haut de la rivière. Donc, quand on peut parler de la Haute-Bécancour également, qui est en fait la ville de Thetford jusqu'à Irlande à peu près, ou le lac William aussi, le Saint-Ferdinand. Donc, ce secteur-là est quand même assez problématique. C'est une très mauvaise qualité de l'eau là, quand on regarde les résultats. Puis ça, c'est depuis 1998, mais même avant, comme je disais, le rapport datait de 1985, mais les données là, pour la qualité de l'eau précisément, c'est depuis 1998. Puis ça n'a pas nécessairement été ça l'a pas vraiment amélioré dans ce secteur-là pour diverses raisons. Là, la ville de Thetford travaille fort là-dessus là, en ce moment. Ils rajoutent une usine de désinfection d'ailleurs là, dans les prochaines années à venir. Qui ça va permettre de traiter les coliformes fécaux qui sont en fait vraiment problématiques dans le secteur. Donc, ça devrait vraiment s'améliorer, mais pour l'instant, ce secteur-là est assez problématique aussi avec les haldes minières de la région de Thetford. Ils sont vraiment collés sur la rivière. Quand il y a des bonnes pluies, ben ça l'emmène ces sédiments-là, puis même les fibres d'amiante dans la rivière. Donc, c'est sûr que ce secteur-là a plus de problèmes. Puis, quand on arrive aux lacs fluviaux, donc des lacs fluviaux, c'est vraiment des lacs où la rivière va s'élargir. Donc, on parle ici du lac à la truite d'Irlande, du lac William et du lac Joseph. Ben malheureusement pour ces lacs-là, mais bénéfiquement pour la rivière, ça va faire une espèce de filtre. Ça va permettre aux sédiments de se décanter dans ces lacs-là. Donc, quand l'eau ressort, là, dès la sortie du lac William, la qualité de l'eau est déjà meilleure. Même le lac William, la qualité de l'eau est satisfaisante, là. Puis après le lac Joseph, jusqu'au fleuve, la qualité de l'eau est satisfaisante. Donc, elle est pas nécessairement très bonne, mais c'est une bonne qualité en général. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude là, pour ce secteur-là. Donc, c'est ça. C'est comme vraiment divisé en deux quand on parle de l'état de santé, là, parce que c'est ça. Il y a un secteur où ça va moins bien. Ensuite, on a les lacs qui viennent comme jouer un rôle vraiment important. Puis après, là, la rivière va mieux, si on peut dire. Super, merci beaucoup pour cet état de situation qui divise bien, je pense. Là, on voit, puis je trouve ça intéressant de voir qu'en amont, ben là, on a une qualité d'eau qui est pas géniale, mais que ça veut pas dire que tout le bassin versant va avoir une mauvaise qualité d'eau. Puis ce que j'entends aussi, c'est que tu me disais qu'en 1985, là, si je me trompe pas d'année, Ouais. que c'était l'entièreté du bassin versant qui était d'une qualité insatisfaisante, alors que là, on a une amélioration quand même.
Oui, c'est ça. Dans le rapport, ça parlait vraiment la Bécancour, une tâche urgente. Ça séparait pas vraiment les secteurs. Donc, oui, on a une amélioration, c'est sûr. Donc, il y a toujours du positif qu'on peut aller chercher là, en améliorant nos pratiques, finalement. Là. Puis là, tu mentionnais que, par exemple, une des pratiques qui se faisait plus, c'était de déverser les eaux usées directement. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on est capable d'identifier d'autres actions qui ont pu peut-être contribuer à cette amélioration-là en partie de la qualité de l'eau? Ben c'est sûr que je pense qu'avec le temps aussi, il y a la sensibilisation des gens qui ont embarqué dans tout ça. Tu sais, à l'époque, c'était pas seulement les eaux usées là, qui étaient déversées dans les cours d'eau, c'était pratiquement les poubelles, les dépotoirs. Tu sais, c'était tout allait dans les cours d'eau. Donc c'est une mentalité qui a changé avec le temps. Les gens ont voulu faire plus attention, puis de plus en plus que le temps passe, les gens vont vouloir avoir des bandes riveraines avec beaucoup de végétation sur le bord de l'eau, que ce soit pour avoir une tranquillité ou pour protéger l'environnement. Donc, je pense que ça a joué beaucoup. La sensibilisation des gens, l'éducation, mais des mesures concrètes, je pense vraiment que c'est les eaux usées là, qui ont fait la plus grosse différence en termes de qualité de l'eau. Génial. Ben, merci pour les précisions. On l'a nommé, là, on a l'amont où est-ce qu'on a une qualité d'eau insatisfaisante, puis là, on tombe dans les lacs et ça s'améliore. Je l'ai dit en début d'entrevue, tu es chargé de projet du projet Action Lac. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet-là? Oui, en fait, Action Lac, premièrement, ben ça a été comme créé dernièrement. Ben c'est un programme qui existe depuis longtemps, mais vraiment le poste chargé de projet Action Lac est créé depuis mon arrivée, donc depuis à peu près 1 an et demi. Ça vise vraiment à offrir un soutien à l'année aux associations riveraines et aux municipalités dans lesquelles il y a des lacs, en fait. Puis de les accompagner, bon, que ce soit pour le développement de projets, pour transmettre des informations, donc, dès qu'on a des nouvelles informations, ben moi, je fais le contact, puis on assure aussi ça permet d'avoir un pont direct. Donc, quand les gens veulent communiquer avec Groubec, ben c'est facile. Maintenant, ils me connaissent, d'établir un lien de confiance avec les associations riveraines, de les mettre en valeur aussi, les associations riveraines. C'est des riverains, c'est des citoyens qui sont pas nécessairement tous riverains, là, non plus, ceux qui participent. Donc, c'est vraiment des gens qui ont à cœur la santé du lac, puis qui veulent faire des actions concrètes. Donc, nous, on veut vraiment avoir quelqu'un qui est mon poste à moi, en fait, qui les appuie là-dedans, puis montrer qu'on les laisse pas tomber. Puis de là découle également un programme, qui est le programme Action Lac, également, qui est un programme de soutien, financement, si on peut dire, pour les associations riveraines dans la réalisation de leurs projets. Donc, c'est vraiment des projets qui visent à améliorer la qualité de l'eau de leur lac, que ce soit par la sensibilisation ou vraiment des suivis de qualité de l'eau ou des caractérisations. Donc, ce programme-là, en fait, ça équivaut à 2 jours de travail d'un technicien qu'on offre gratuitement là, aux associations riveraines. Donc, parfois, ça permet de faire un projet en entier si c'est un petit projet, des petits suivis de qualité de l'eau, des choses comme ça, des projets de sensibilisation aussi. Puis si c'est des plus gros projets comme, je sais pas, une caractérisation complète d'un milieu humide ou caractériser les herbiers aquatiques, faire des suivis d'espèces exotiques envahissantes, bon, il y a plein d'exemples. Mais si c'est des projets qui nécessitent, bon, plus que 2 jours de travail, ben, on fait une déduction, là, sur les offres de services que nous, on fournit à l'association. Donc, ça leur donne une espèce de rabais, là, finalement, pour, euh, pour faire ces projets-là. Donc, c'est vraiment pour les aider, puis pour qu'il y ait des projets qui se mettent en branle, puis leur montrer que, bon, on est avec eux, tu sais, même on est un organisme à but non lucratif, donc on n'a pas beaucoup de financement nécessairement pour faire des projets avec chacun des lacs, mais ça permet de les aider comme on peut, puis de leur montrer, bon, lâchez pas, une petite tape dans le dos, on est là, puis on veut vous aider. Super. Puis là, pardonne mon ignorance. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail, c'est quoi une caractérisation? Oui, mais en fait, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on caractérise, là, mais exemple, quand je parle des caractérisations d'herbiers aquatiques, c'est vraiment, on va se déplacer sur le lac en canot, on va identifier les espèces aquatiques, donc les plantes aquatiques qui sont présentes, c'est quelles qui sont dominantes, c'est quelles qui sont moins, c'est à quel endroit ils se retrouvent, donc vraiment le délimiter aussi sur une carte. Puis ensuite, bon, ça permet d'avoir un rapport de vraiment c'est quoi les espèces qui sont présentes. Souvent, les caractérisations d'herbiers aquatiques sont faites principalement pour faire des suivis aussi des espèces exotiques envahissantes. Là, il y a une espèce qui est très connue, ceux qui ont des lacs proches doivent le savoir, mais qui est la myriophile aepi, qui est une espèce exotique envahissante là, qui est de plus en plus présente dans nos lacs.
Donc souvent, ben de faire ces caractérisations-là qui sont vraiment complètes, là, qui viennent vraiment identifier on fait plusieurs stations sur le lac, on identifie tout ce qu'on voit. Donc c'est vraiment très, très précis. Ça permet de voir l'évolution. Donc si on retourne d'une année à l'autre, ben ça permet de voir l'évolution. On fait notamment la caractérisation des herbiers du lac Rose là, à chaque année depuis plusieurs années. Là, cette année, on y va pas puisque bon, c'est resté stable pendant quelques années, mais c'est un exemple là, de ce qu'on peut faire. Ben, super, merci beaucoup pour la précision, puis ça m'aide à justement mieux comprendre que c'est pas on prend une photo dans le temps, mais c'est qu'on va venir prendre d'autres photos plus tard pour pouvoir comparer, dire bon ben il y a eu une évolution, notre lac il est stable ou au contraire il s'améliore ou au contraire il se dégrade. Ouais. Super. T'en as parlé un petit peu ici, t'en as parlé aussi un peu en présentant Gros Bec. Mais tu l'as dit, vous êtes un groupe de concertation. Tu l'as mentionné, hein, c'est tout le monde qui a une influence sur les cours d'eau, sur la qualité des cours d'eau. On a parlé notamment des municipalités. On a parlé de la sensibilisation de l'éducation qui se fait auprès des citoyens. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'avec qui vous travaillez là chez Gros Bec? C'est qui les acteurs qui sont concernés? Ouais, donc c'est vraiment vague, là, le plus de gens possible, si je pourrais dire, mais vraiment à nos concertations, la plupart du temps, on va avoir bon des citoyens, des riverains, des membres des associations riveraines, des producteurs agricoles, des producteurs forestiers, les gens des cannebergères aussi vont être présents. On a aussi les personnes des municipalités, des MRC. On peut aller avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, sont souvent avec nous dans nos concertations également, sont sur notre CA aussi. Le syndicat des producteurs forestiers. Donc, vraiment, ça touche pratiquement tout le monde. Là, on va vraiment chercher un peu de tout le monde. On veut avoir bon l'opinion de tout le monde, mais aussi de concerter tout ce beau monde-là. Ça nous permet, exemple, on veut faire une action en territoire forestier. Donc, nous, on sait qu'il y a une problématique, on a une idée pour améliorer cette problématique-là, mais parfois, c'est les méthodes pour aller rejoindre les producteurs forestiers que nous, on a moins, ou la manière de parler, il y a des termes qu'on connaît pas, on n'est pas des ingénieurs forestiers, donc de parler avec des producteurs forestiers qui font ça depuis toujours, ou avec le syndicat des producteurs forestiers, ben eux peuvent nous aider à dire, ben la meilleure méthode pour nous rejoindre, c'est par tel canal, ou c'est par telle activité, ou si on fait cette action-là, ben ça va peut-être leur nuire, donc il faudrait peut-être penser un peu à d'autres choses. Donc c'est vraiment, ça vient nous aider finalement à mettre en œuvre des actions puis qui sont réalistes pour les producteurs. Parce que si nous, on vient proposer des actions qui vont nuire aux producteurs agricoles ou aux producteurs forestiers, ben ils vont pas les faire. Il faut que ce soit quelque chose qui les aide d'un côté, qui ait des bénéfices pour eux comme pour nous, puis qu'on arrive à le faire ensemble. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on se met tous ensemble. Génial. Puis, tu l'as mentionné, là, en faisant ton énumération, tu l'as mentionné aussi en parlant du projet Action Lac, que les citoyens semblent quand même s'impliquer beaucoup auprès de Gros Bec. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de la place que prend la participation citoyenne dans vos activités? Puis, ça peut être, par exemple, là, par les associations de lac, là, que tu mentionnais que c'est beaucoup justement des citoyens qui s'impliquent dans ces associations-là. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus, s'il te plaît? Ben oui. Les citoyens, ben c'est ça. Principalement, on a beaucoup de contacts par les associations riveraines parce que c'est un canal qui est facile, dans le sens que ces gens-là, ils se regroupent déjà plusieurs citoyens ensemble pour parler des problématiques, puis ensuite, ben, ils peuvent nous inviter à des rencontres où on peut faire, bon, on a des contacts déjà avec ces gens-là. Donc ça, souvent, c'est des riverains, mais il y a beaucoup, parfois ça peut être des citoyens qui habitent dans le village juste à côté, mais qui eux aussi profitent du lac. Donc pour eux, c'est super important de faire des actions. Donc eux peuvent faire plusieurs actions, même parfois il y a des associations là qui sont sonneurs d'alarme. Je pense notamment à l'association de protection du lac à la truite. Ils sont très de l'avant-garde. Ils vont beaucoup faire sonner des alarmes, parler au ministère, tu sais vraiment être très dans l'action. Il y a l'association du lac de l'Est aussi qui font plusieurs projets. Qui portent les projets, qui sont fiers. Puis avec les associations, ça nous permet de rejoindre des citoyens qui sont pas non plus dans les associations, puisque souvent ils vont organiser des journées d'information ou des webinaires dans lesquels on va participer pour parler des projets que les associations ont mis en œuvre, mais que c'est nous qui a réalisé finalement. Là,
Donc, ça arrive souvent. Notamment, on en a 2 cet été, là, des journées où on va présenter nos projets aux citoyens qui habitent sur le bord de ces lacs-là. Puis sinon, ben, les citoyens, en général, sont très importants pour toutes nos activités. Là, on a fait notamment, dernièrement, la semaine passée, en fin de semaine, la corvée de nettoyage des déchets autour des lacs à la truite d'Irlande, lac William, lac Joseph. Donc, c'est des citoyens qui habitent autant dans le village que sur le bord de la rivière, que sur le bord des lacs, qui viennent, qui participent, qui ramassent les déchets avec nous, qui sont sensibilisés à l'environnement, puis qui disent, bon, on veut participer quand on fait un tournoi de pêche à chaque hiver à Saint-Ferdinand pour sensibiliser les jeunes. C'est un tournoi de pêche pour les jeunes de 12 ans et moins, 18 ans et moins, excusez-moi. Puis ça, il y a toujours beaucoup, beaucoup de bénévoles citoyens qui viennent. Donc, on veut vraiment faire un lien avec les citoyens, que ce soit, bon, pour avoir des actions, tu sais, pour qu'ils nous parlent de qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire ou pas. Mais aussi pour des activités, on a besoin qu'ils s'impliquent avec nous. On a besoin de leur aide pour tout. Tu sais, comme je disais, tout le monde a un impact. Donc, si on est capable de les rejoindre, de leur en parler, ben pour nous, ça fait une grosse différence. Puis de voir qu'ils veulent participer avec nous dans nos activités, ben ça montre que finalement, ils apprécient notre collaboration. Mais c'est génial. Puis quand je t'entends parler comme ça, tu sais, ça me donne un peu l'image que les citoyens, en quelque sorte, c'est un peu vos yeux et vos oreilles sur le terrain quand tu parles qu'il y en a qui vont sonner des clochettes d'alarme, de dire que oups, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec notre lac, là, faudrait aller investiguer ça. Fait que c'est un peu l'image que ça me donne. Est-ce que je suis dans le champ? Non, c'est vraiment ça. C'est absolument ça. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire. Je pense que les citoyens, c'est nos yeux puis nos oreilles parce que nous, on se déplace, on est toujours sur le terrain l'été, à tous les jours, sur le territoire, mais notre territoire est assez grand, hein. Donc, il y a des endroits où on va pas nécessairement à tous les semaines, même à tous les mois, tu sais, ça dépend. Donc, c'est ça, à chaque année, on se fait appeler. L'année dernière, c'était au lac à la truite d'Irlande, justement. Bon, il y avait eu un épisode d'algues filamenteuses qu'on n'aurait pas vu parce que ça n'a pas duré si longtemps, puis on n'est pas allé dans cette période-là, mais on s'est fait appeler, on a été voir, bon, on a pu ensuite avoir des rencontres avec les ministères, puis en discuter. Sinon, il y a eu également, bon, parfois, il y a des gens qui voient, il y a eu quelqu'un qui a remblayé sur le bord de la rivière, c'est pas permis. Bon, ben là, ils nous appellent pour en parler. Est-ce qu'il y avait le droit ou pas? Pouvez-vous aller voir? Donc, c'est vraiment ça. Nos yeux puis nos oreilles qui nous permettent de suivre encore plus la qualité de l'eau sur le territoire, que ce soit dans la rivière Bécancour ou toutes les autres rivières qui s'y jettent dedans. Donc, oui, oui, vraiment. Bon, ben, je suis contente de voir que j'avais bien saisi. Ouais. Ça veut dire que j'étais dans bonne lancée. Puis, justement, ben là, t'as parlé de tous les acteurs qui sont impliqués autour des cours d'eau, qu'on a tous une influence. Tu parles des citoyens, des riverains qui bénéficient du lac, qui vont utiliser les lacs. Est-ce que tu pourrais, justement, nous parler un peu de ce qu'on appelle le caractère collectif de l'eau? Ben oui, puis ça, parfois, présentement, ça tombe un peu, j'ai l'impression, ça peut tomber dans l'oubli, parce qu'il y a beaucoup de lacs qui se privatisent, mais ça, faut pas oublier que l'eau, c'est collectif, ça appartient à tout le monde. Les plans d'eau, les rivières, tu sais, c'est important d'avoir des accès pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'en profiter. Puis c'est pas pour rien justement que les plans d'eau sont de juridiction fédérale, là. C'est que ça appartient à tout le monde au Canada, puis même tu sais, des citoyens en vacances, ils peuvent venir profiter des lacs. Puis c'est important de se le rappeler. Il y a un phénomène qui se passe en ce moment qui est, c'est ça, comme je disais, la privatisation des lacs, qui est de mettre je perds le mot, là, des accès, là, en tout cas pour empêcher les gens là, de descendre gratuitement au cours d'eau. Puis il y a des raisons pour ça. Si les municipalités qui font ça, c'est pas pour être méchants puis pour empêcher les gens d'y aller, c'est parce qu'ils ont des inquiétudes par rapport à l'utilisation du lac, il y a trop de bateaux sur les lacs, il y a plein de raisons pour mettre des barrières d'accès. Mais ça peut causer des problèmes d'accès collectif à l'eau parce que c'est une ressource qui appartient à tout le monde. Il faut que les gens qui veulent aller en profiter puissent le faire. Donc, il faut au moins avoir des accès pour que les gens puissent aller se baigner dans les lacs. Il faut avoir des accès pour les rivières. Puis même, c'est arrivé, là, je me suis promenée sur le territoire dernièrement, puis il y a des endroits sur les rivières où on voit des affiches terrain privé au milieu de la rivière, là, avec une barrière, mais il faut pas se laisser faire peur par ça parce que les rivières, on peut se promener dans une rivière, là. Ça appartient à tout le monde, puis c'est important de se le rappeler.
Bon, ben merci du rappel. Sachez-le, l'eau appartient à tout le monde. Puis je pense que c'est quand même important parce que je veux dire, l'eau, on pourrait pas survivre sans eau. Donc, si on pouvait pas avoir accès à cette eau-là comme collectivité, il y aurait, je pense, des questionnements sérieux à se faire. Mais bon, bref, je rentrerai pas là-dedans. Là, je voulais rentrer dans peut-être des scénarios hypothétiques, là. Je veux pas faire peur à personne, mais on le sait, la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui est important. Souvent, quand on va penser à la qualité de l'eau, on va penser à l'impact vraiment sur, disons, les poissons ou la végétation à l'intérieur du lac. Mais on va pas penser nécessairement à ce que les impacts que ça peut avoir pour nous. Puis moi, étant donné que j'ai une lunette de développement social, on a parlé de participation citoyenne, c'est génial, mais je veux aussi qu'on pense de dire que ben l'environnement et notre qualité de vie en tant que citoyen d'une communauté, ben c'est interrelié. Fait que si on s'imaginait que des organisations comme Grobec, ça n'existait pas puis que personne se préoccupait de la santé de nos bassins versants, ça pourrait être quoi les conséquences potentielles? Ouais, c'est une bonne question, puis je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs conséquences qui pourraient découler de ça, sans dire que Grobec fait tout, là. C'est vraiment si tous les citoyens faisaient pas attention. Il y a plusieurs choses qui pourraient arriver. Donc, premièrement, pour justement ce qui est du caractère collectif de l'eau, de profiter des plans d'eau pour faire aller se baigner, pour aller se promener en canot, en kayak, en bateau, ben faut que le plan d'eau soit beau, faut que le plan d'eau soit encore en santé, pour plusieurs raisons, parce que en fait les lacs, quand il y a une mauvaise qualité de l'eau, quand il y a beaucoup de nutriments, mettons, on fait pas attention, il y a pas de bande riveraine nulle part, personne fait attention, là, on met des engrais sur le bord de l'eau, tout ça, ça finit, les sédiments, les engrais, les nutriments, ça finit par arriver dans le lac, ça va favoriser la prolifération de plantes aquatiques. Là, le fait qu'il y ait plus de plantes aquatiques, ça va faire que quand eux vont mourir, quand l'eau va devenir très froide à la fin de la saison estivale, les plantes vont mourir, ça va faire beaucoup de matière organique, ça va prendre plus d'oxygène. Donc, on voit la file là, qui s'ensuit. Puis ça fait en sorte, en fait, que le lac va vieillir plus rapidement, qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation, qui est le vieillissement accéléré des lacs. Puis ça fait en sorte que, parce que le vieillissement des lacs est naturel, on s'entend, tous les lacs vont vieillir, mais ce qui arrive, c'est que le vieillissement est accéléré, puis il l'est déjà en ce moment. Mais si les gens faisaient pas attention du tout, ce serait encore pire. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que le lac, une fois qu'il est vraiment vieilli, il va se transformer en milieu humide. Donc, ce sera plus un milieu qui va être accessible. Donc ça, c'est sûr que c'est un scénario qui, ça prend plusieurs années pour arriver à ça, là. Sinon, ben avec les changements climatiques aussi, le manque d'eau. Donc l'eau, comme on disait, c'est important pour survivre, là, boire de l'eau, se nourrir. On a besoin de l'eau. Avec les changements climatiques, notamment, on s'attend à une augmentation des périodes de chaleur extrême et des sécheresses pour le centre du Québec. Donc ça, on peut s'attendre que ça ait des impacts, ça baisse le niveau de l'eau en général. Mais aussi, bon, il y a les changements climatiques, on n'a pas de contrôle, on peut contrôler un peu en essayant de limiter nos impacts, mais on n'a pas de réel contrôle sur ce qui se passe avec la température. Donc, nous, si les citoyens font pas attention, si les municipalités font pas attention, puis les producteurs, tout le monde, puis qu'on continue à autant évacuer l'eau. Donc ça, c'est une problématique qu'on a beaucoup, là. On veut pas d'eau sur nos terrains, donc on a des gouttières qui vont aller directement dans notre entrée asphaltée, qui va se rendre directement dans l'égout pluvial, qui va se rendre directement dans le cours d'eau. On veut pas que l'eau reste. Ça, c'est une mentalité qui a été beaucoup ancrée dans la tête des gens, autant dans les champs agricoles, il y a beaucoup de drainage. Les fossés de route aussi, ça crée, bon, des allées où le courant puis l'eau va s'écouler encore plus rapidement, puis elle aura pas le temps de s'infiltrer. C'est très, très important que l'eau s'infiltre dans le sol le plus près de l'endroit où elle est tombée. Donc, si on pense à la pluie, une goutte d'eau qui tombe chez toi, sur ton terrain, devrait pouvoir s'infiltrer sur ton terrain. Pour plein de raisons. Premièrement, justement, pour la nappe phréatique, là, pour les niveaux d'eau, pour recharger cette nappe-là qui nous permet de s'approvisionner en eau potable. Puis ça, c'est pas quelque chose... tu sais, là, on parle d'alarmisme dans le futur, mais ça arrive déjà. Il y a des gens sur notre territoire, l'été dernier, en 2021, qui ont manqué d'eau dans leur puits durant l'été. Donc, c'est pas une hypothèse là, lointaine à laquelle on pense. C'est vraiment quelque chose qui arrive en ce moment. Donc, c'est vraiment super important, premièrement, d'économiser l'eau l'été aussi, là.
si on peut récupérer l'eau de pluie puis arroser nos plantes avec ça, déjà là, c'est déjà une bonne différence. Donc, si les gens font pas attention puis qu'on continue le drainage aussi important, que ce soit par les égouts pluviaux, les producteurs forestiers, producteurs agricoles, quoi que ce soit, mais ça fait que l'eau s'infiltre pas puis on a besoin que l'eau s'infiltre pour s'abreuver. Puis sinon, ben, on peut aller avec d'autres impacts encore qui pourraient arriver, d'autres conséquences. Il y en a plein, comme je disais, là j'en ai quelques-unes en tête. Ben, la qualité de l'eau, en général, ça peut aussi affecter des prises d'eau potable parce qu'il y a des prises d'eau potable qui sont pas de l'eau souterraine, là, qui vont être des plans d'eau. Donc ça peut avoir un effet, c'est sûr. Donc, encore une fois, le ruissellement de l'eau, donc l'eau qui est pas infiltrée dans le sol va ruisseler. Ça peut faire de l'érosion dans les fossés. Si elle arrive avec des gros coups d'eau super importants, ça va éroder les fossés, amener des sédiments, bon, blabla, là, ce que je dis depuis tantôt, finalement, mais ça nuit à la qualité de l'eau, ce qui peut finalement nuire à notre approvisionnement en eau également. Puis, il y a aussi la vie aquatique en général, un lac qui est en super bonne santé, qui est super bien oxygéné, ben, il va avoir des espèces qui sont plaisantes pour la pêche sportive, une activité qui est très pratiquée là, par les citoyens un peu partout. Tu sais, c'est très populaire, la pêche, les gens aiment ça pêcher de la bonne truite. Ben ça, c'est une espèce de bonne qualité de l'eau, tu sais, où il faut que l'eau soit froide, bien oxygénée. Si le lac qui change, puis que la qualité de l'eau baisse, l'eau se réchauffe, ben ça va changer pour d'autres espèces de moins bonne qualité de l'eau qui sont souvent moins intéressantes pour la pêche. Donc, ça peut aussi avoir des impacts au niveau récréatif. Ça fait un peu le tour là, de ce que je pense pour l'instant, mais il y en a sûrement encore plein d'autres en plus. Probablement qu'on pourrait élaborer là encore beaucoup plus, j'en ai aucun doute. Et, j'ai fait des liens là avec des choses qu'on a discutées. Mais premièrement là, ça c'est pas un lien que j'ai fait nécessairement, mais la notion de laisser l'eau s'infiltrer, ça c'est nouveau pour moi. Fait que je suis vraiment heureuse d'avoir appris ça. Puis je vais me questionner de dire bon, est-ce que chez nous je laisse l'eau s'infiltrer ou elle s'en va s'évacuer trop rapidement là. Fait que ça c'est quelque chose que je vais porter attention dorénavant. Mais lorsque tu parlais là de justement de la chaleur extrême, que ça va avoir un impact sur les niveaux d'eau par exemple, et là moi j'ai fait un lien avec quand on parlait du caractère collectif de l'eau parce que justement quand on a des périodes de chaleur extrême comme ça, on va être en mesure d'aller se rafraîchir. Donc, si on est dans un système où est-ce qu'on va aller privatiser notre eau, ben là, on coupe cet accès-là à la population d'aller se rafraîchir dans l'eau. Fait que là, c'était juste un lien que j'avais fait comme ça, là, que je tenais à mentionner. Ouais, c'est un bon lien. Puis, je trouve ça intéressant aussi de parler de tout ce qui touche à l'eau potable parce que nous, c'est quelque chose qu'on tient un peu pour acquis, j'ai l'impression, hein, l'eau potable, c'est facilement accessible, mais comme tu mentionnes, là, il pourrait avoir des enjeux à ce niveau-là, puis il y en a déjà, notamment pour les gens qui ont des puits, donc vraiment, je trouve ça très intéressant là, qu'on discute de tout ça. Et bien entendu, là, le but, c'est pas d'être alarmiste, mais bien de conscientiser les gens pour justement peut-être qu'il y ait des prises de conscience comme moi aujourd'hui, de dire ben je savais pas que l'importance que l'eau puisse s'infiltrer, là. Donc c'était pour ça que je tenais à ce qu'on discute de tout ça. Puis ben on approche de la fin déjà. Ça a été quand même rapide là. On a couvert beaucoup de terrain en peu de temps, mais je veux qu'on finisse sur justement quelque chose de positif parce que là on a parlé de conséquences qu'on veut pas, on veut pas se rendre là. Puis je trouve que c'est un beau projet qui mêle un peu justement l'implication citoyenne, mais chez les jeunes avec justement une visée d'améliorer la qualité de notre eau. Donc vous avez mis un projet en place avec la polyvalente La Samar à Plessisville. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit? Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est vraiment un super projet là qu'on adore à l'interne au Gros-Bec. Donc, le projet s'appelle Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir. En fait, ça, c'est un projet qui a été conçu et développé par le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, donc le G3E, un organisme qui est situé à Québec, là, puis qui développe des activités puis des projets en lien avec l'eau, en lien avec la qualité de l'eau pour toute la province. Ils développent les activités, puis ensuite, ils nous forment les organismes de bassin versant ou d'autres organismes pour offrir ces activités-là dans les écoles, puis les mettre en place dans nos territoires. Donc, nous, c'est un projet là qu'on a mis en place avec la polyvalente La Samar dans le parc régional des Grandes Coulées, là,
qui est situé près de la polyvalente, là, donc c'était super accessible pour nous. C'est la Rivière-Noire qui a été étudiée par les jeunes. Dans le fond, ce projet-là vise à faire un suivi de la qualité de l'eau de la rivière à long terme. Donc, c'est un projet là, que l'école s'engage sur une entente. Bon, premièrement, la première entente, c'est sur 3 ans, puis ensuite, on renouvelle là, le plus possible. Là, nous, c'était notre première année. Puis, ça vise, c'est ça, un suivi de la qualité de l'eau à long terme en se fiant sur les macro-invertébrés benthiques. Donc, les macro-invertébrés benthiques, c'est des invertébrés visibles à l'œil nu qui vont vivre dans le fond des cours d'eau. Donc, vraiment dans le substrat là, qu'on retrouve dans le fond des cours d'eau. Puis, ça, c'est des bioindicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, des bioindicateurs? Ça veut dire que c'est des espèces, en fait, qui nous permettent vraiment de savoir quelle est la qualité de l'eau parce qu'ils sont très sensibles aux changements puis aux changements rapides là, dans les... on va voir les impacts rapidement, en fait, avec les communautés de macro-invertébrés. Donc, si on a, exemple, des éphéméroptères, qui sont une espèce, une ordre là, de macro-invertébrés, ben ça veut dire que la qualité de l'eau est bonne parce qu'eux sont très, très, très sensibles à une mauvaise qualité de l'eau. Donc, dès qu'il y a une mauvaise qualité de l'eau, ben on retrouverait pas ces espèces-là, par exemple. Puis, bon, il y a différentes espèces qui sont très tolérantes à une pollution. Donc, si on les retrouve, ça donne d'autres indices. Donc, bon, c'est un peu ça l'objectif. Puis là, en fait, on fait ces études-là avec les jeunes. Donc, on a commencé par faire 3 ateliers environ en classe là, à la polyvalente qui visent, bon, à premièrement informer les jeunes c'est quoi le projet, qu'est-ce que la Rivière-Noire, c'est quoi sa qualité actuelle, c'est quoi les informations qu'on a en ce moment. Puis, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ce projet-là? C'est que les données que les jeunes vont aller chercher, on va vraiment les utiliser par la suite. Là. Donc, c'est vraiment des données qui sont manquantes. Puis c'est pour ça qu'on a choisi la Rivière-Noire. C'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de données. Donc, c'est des données qui vont être utiles. Là. Donc là, on leur présente la Rivière-Noire. Ensuite, on leur parle bon, des changements climatiques, les impacts que ça peut avoir. Puis ensuite, on leur présente les données, les informations par rapport aux macro-invertébrés. Donc, il y a une période au complet qui est réservée à ça là, pour leur apprendre comment identifier les macro-invertébrés, comment on va aller les récolter dans la rivière. Donc, ça, c'est vraiment 3 périodes complètes là, en classe de théorie, mais quand même amusantes là, pour les jeunes, puisqu'ils savent qu'on va aller sur le terrain par la suite. Donc, nous, on avait une demi-journée là, sur place à la Rivière-Noire de prévu. C'était le 9 mai dernier. Avec les jeunes, dans le fond, à la polyvalence, je l'ai pas mentionné, mais c'est les jeunes de secondaire 5 en option biologie. Donc, c'est une classe de 27 jeunes qui sont venus avec nous se mettre les pieds dans l'eau. Donc, ils enfilent les bottes pantalons là, qu'on appelle aussi les waders. Puis, ils vont vraiment se mettre les 2 pieds dans l'eau, récolter les macro-invertébrés. Donc, il faut qu'ils frottent les roches dans le fond de l'eau pour que les macro-invertébrés soient emmenés dans le courant, dans un filet. Donc, c'est très, très concret. Ça leur permet vraiment de se sensibiliser, mais aussi d'être dans l'action, tu sais, de le vivre vraiment. Bon, ça ressemble à quoi? Travailler en environnement, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert. Puis aussi, c'est le fun de voir quand ils frottent les roches, tout ça, ils sortent le filet, puis là, ils voient tout ce qu'ils ont ramassé. C'est dire, hey, je pensais pas qu'il y avait tout ça dans le fond de nos cours d'eau, à quel point il y a de la vie dans nos cours d'eau. Puis souvent, on pense seulement aux poissons, là, parce que c'est plus gros, c'est plus, on en mange, on en pêche, bon. Mais de voir qu'il y a toute cette vie aussi, bon, c'est marquant pour les jeunes. Mais on fait pas seulement l'analyse des macro-invertébrés, on va aussi faire des analyses physico-chimiques, donc voir, bon, c'est quoi la turbidité de l'eau, c'est quoi la concentration en oxygène dissous dans l'eau, puis plein d'autres tests. Puis ça, c'est vraiment les jeunes qui vont réaliser les tests sur le terrain. Donc, il y avait comme plusieurs stations, puis les jeunes se déplaçaient d'une station à l'autre, récolter les macros, puis faire la physico-chimie, puis décrire le site, les bandes riveraines, ça ressemble à quoi. Donc, c'est vraiment, ça leur permet de voir plein de choses, toucher à plein de choses, puis d'être dans l'action, c'est ça. Puis après, cette période-là, qui est souvent le highlight, là, si je peux dire, le meilleur moment du projet pour eux, là, c'est vraiment un beau moment. Quand on revient en classe, on va identifier toutes les macro-invertébrés qu'on a récoltés. Donc là, ils se pratiquent avec des clés d'identification, à vraiment, avec les binoculaires, à les identifier, puis à les dénombrer aussi, compter combien qu'on en a, puis ça nous permet d'avoir, bon, un indice de santé biologique du cours d'eau. À la suite de cette dernière période-là, on fait une période de conclusion qui permet de revenir là avec les résultats. C'est quoi les résultats? Puis leur montrer que leurs résultats sont en ligne sur une carte interactive là, qui est disponible sur le site du G3E, donc qui peut être utilisée par tout le monde.
n'importe qui veut savoir c'est quoi la qualité de l'eau de la Rivière-Noire, ben là, ils vont pouvoir aller sur le site puis ils vont voir que c'est les élèves de secondaire 5, de l'option biologie, de la polyvalente La Samar, qui ont étudié le cours d'eau puis que ça a permis de savoir que, ben là, on a les résultats, là, dernièrement. Je suis allée le 30 mai, là, le présenter aux élèves, donc, je peux dire les scoops, mais l'indice de qualité et de santé biologique du cours d'eau était super bonne. Donc, c'était pas surprenant, là, puisque la Rivière-Noire est dans un bassin qui est majoritairement forestier, puis qu'il y a des espèces quand même, justement, il y a de la truite, tout ça, des espèces de bonne qualité. Donc, c'est ça. On a pu voir ces résultats-là, c'est en ligne, grâce aux jeunes. Puis ça les conscientise vraiment à l'environnement, je trouve. Puis même à la fin, on fait une période, là, quelle action on pourrait poser pour améliorer ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour sensibiliser d'autres personnes. Puis là, ça amène vraiment à des discussions. Puis les jeunes en viennent à penser, hey, je pensais pas qu'il y avait tout ça de qualité de vie dans mon cours d'eau, dans ce cours d'eau-là, donc dans les cours d'eau en général. Donc là, ils pensent au cours d'eau qu'il y a à côté de leur maison. Faudrait peut-être faire plus attention parce que là, j'ai vu qu'il y avait tout ça. Puis là, comment je le regarde maintenant avec mes yeux d'élève qui a toutes ces notions-là, ben je remarque qu'il y a pas des très bonnes bandes riveraines. L'eau est un peu chaude ou l'eau est trouble. Puis là, ils peuvent vraiment remarquer ces détails-là que peut-être avant on remarquait pas, tu sais, avant de faire ces activités-là. Puis il y en a même que ça leur a donné envie là ça peut donner une idée de carrière aussi dans un sens là, de voir que t'aimes ça puis que tu peux être à l'extérieur pour travailler puis en tout cas, donc ça amène beaucoup de choses, je trouve, ce projet-là. C'était super positif pour les jeunes, autant pour les profs que pour nous aussi. Là, tout le monde adore ce projet-là. C'est un petit bonbon, là. Et ça se sent, en tout cas, dans ta voix que c'est un projet chouchou, là, que c'est vraiment, ça a l'air vraiment stimulant. Puis juste à t'écouter, j'étais comme, ben écoute donc, j'aurais le goût d'être un étudiant de secondaire 5 puis d'aller faire cette activité-là, moi aussi, là. Ben, je te remercie beaucoup. Puis, ce que je vais faire, là, je mettrai le lien vers le site web du G3E. Donc, si jamais il y a des auditeurs et auditrices qui sont curieux, qui voudraient aller voir par eux-mêmes là, les résultats qui ont été récoltés par les jeunes, ils pourront le faire. Ils pourront aller consulter la carte interactive. Et je vais également, bien entendu, ajouter le site web là, vers Gros-Bec. Donc, si les gens veulent prendre contact avec toi ou avec quelqu'un d'autre de l'équipe, là, ils pourront le faire, ils auront accès là, à vos coordonnées. Et là, j'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, vous lancez un podcast là qui porte sur Gros-Bec. Est-ce que tu pourrais nous glisser là, un mot rapide là par rapport à ça? Oui, ben c'est le fun que t'en parles, justement. C'est un projet qui est très nouveau. Là, on lance le podcast le 8 juin, donc mercredi le 8 juin. Ça va être notre premier épisode. En fait, l'objectif du podcast, le lancement puis les premiers épisodes se font dans le cadre du mois de l'eau, qui est le mois de juin. Donc, le mois de juin. Le mois de l'eau, en fait, c'est vraiment un mois qui vise à sensibiliser les gens sur la ressource collective qu'est l'eau, justement, puis tout ça. La thématique de cette année, c'est les lacs. Donc, pour nos premiers épisodes, pour suivre avec le mois de l'eau, on a décidé d'interviewer les associations riveraines puis de les mettre en valeur via les premiers épisodes du balado. Donc, on va interviewer des petites entrevues avec eux, parler de la qualité de l'eau du lac, mais aussi des projets qu'ils ont mis en œuvre dans les dernières années, puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça va être les premiers épisodes. Puis par la suite, on va garder notre balado en ligne. On va faire encore quelques épisodes de temps en temps pour parler des projets qu'on a, parler des résultats qu'on a de certains projets, mais aussi peut-être faire d'autres petites entrevues avec des partenaires là, et tout ça. Donc, c'est un beau projet qu'on lance. C'est tout nouveau pour nous aussi, tout ça. Là, donc, on espère que ça va bien fonctionner puis que les gens vont être à l'écoute. Ben, j'ai bien hâte d'écouter ça moi-même. Puis, bon, là, l'épisode va être diffusé après le lancement là de votre balado. Donc, ça aussi, je vais mettre le lien là dans les notes d'épisode. Donc, ça sera facilement retrouvable là, pour les gens qui sont en train de nous écouter. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Chloé. Ça a vraiment été un échange agréable. J'ai appris des choses aujourd'hui et je trouve ça vraiment intéressant de justement sortir un peu de la lunette du développement social puis d'aller toucher à d'autres domaines puis voir comment on peut interagir entre nous, si je peux le dire comme ça. Donc, ça a été un échange qui était vraiment apprécié de ma part. Donc, c'est ce qui conclut. Encore une fois, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était super.
Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Arthabasca, la MRC de Bécancour, la MRC de Drummond, la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraide Centre du Québec et le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site web au crds.centreduquebec.qc.ca. Merci pour votre écoute.